Le MAC Culture, Anne Lépine. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans le MAC Culture, nous allons aborder une page sombre de l'histoire de France, celle des noyades de Nantes. Mais ce n'est pas avec un historien que je vous propose d'évoquer ce tragique souvenir, mais avec le directeur d'Angers Nantes Opéra, Alain Surance, qui ouvre la saison en programmant Il Piccolo Mara, un opéra venu d'Italie. Bonjour Alain Surance. Bonjour. Alors racontez-nous un peu l'histoire de cet opéra, comment un compositeur italien, Pietro Mascagni, s'empare de cette histoire de Nantes, même plus que française, de Nantes, pour faire un opéra en 1921. Il se trouve que la Révolution française avait beaucoup profité à l'opéra italien. On se rappelle que Tosca, ça se passe pendant la campagne d'Italie. On se rappelle que André Chénier de Giordano avait été un très grand succès. Donc le sujet de la Révolution française était un sujet un peu dans l'air du temps et Mascagni a décidé de s'y intéresser. Et lui est tombé entre les mains un ouvrage de Gaston Lenôtre qui relatait ces noyades de Nantes, qui évidemment sont un épisode très très frappant de l'histoire. On se rappelle que donc le sinistre Carrier, envoyé par la Convention, par Robespierre, avait eu pour mission dans un premier temps de remplir les prisons de prêtres réfractaires, de nobles réfractaires eux aussi à la Révolution. Et puis après, il fallait les vider, ces prisons, parce qu'elles étaient complètement surpeuplées. Et c'est à ce moment-là qu'un charpentier a eu l'idée de ces barges qui pouvaient s'ouvrir. Et donc les prisonniers étaient montés dessus, ligotés, et puis ils étaient ensuite noyés dans la Loire. Et particulièrement la Loire à cause de la Vendée. On était tout proche de la Vendée. Il faut se rappeler que la première noyade de Nantes, c'est juste après la tentative de prise en main de la ville d'Angers par les Vendéens qui avaient traversé la Loire à Saint-Florent-le-Vieil et qui donc était une énorme menace pour la République. Et c'est pour ça que ce châtiment qui a été infligé aux prêtres réfractaires et aux nobles était tellement effroyable. Donc c'est un épisode terrible et ça a inspiré un compositeur qui s'appelle Pietro Mascagni et qui a été un grand compositeur, un ami très intime de Puccini. Ils se connaissaient, ils s'aimaient beaucoup, ils avaient à peu près le même âge et ils ont connu tous deux des succès énormes. Alors c'est sûr qu'en France, on a retenu Puccini, on a oublié Mascagni, mais c'est tout de même oublier un personnage important dans l'histoire de l'opéra italien, pas seulement à cause de cet opéra en 2 actes très courts qui s'appelle Cavalleria Rusticana, qui est très souvent donné en France encore avec Pagliacci de Leoncavallo, mais qui a composé beaucoup d'autres opéras en essayant, comme Puccini, de changer d'atmosphère à chaque fois. Alors il y a eu notamment un opéra sur l'ami Fritz, ce roman des Alsaciens Erckmann-Chatrian, donc vraiment... des inspirations multiples. Oui, rien à voir avec l'Italie. Et puis, donc, il est tombé sur cette histoire des noyades de Nantes et ça lui a inspiré un opéra qui est composé de manière vraiment très originale. Oui, parce que finalement, ça se passe directement de ce qui s'est passé à Nantes et pourtant, la ville n'est jamais citée dans le livret. Les personnages, finalement, aucun ne porte de patronyme. Alors, on parle du charpentier, de l'espion, du tigre. Finalement, cette espèce de neutralité, si on peut appeler ça comme ça, de Pietro Mascagni, c'était pour lui donner un côté universel ? Oui, c'était l'idée de prendre un petit peu de hauteur, d'être pas trop dans le réalisme. Hein. On a appelé cette école italienne de compositeurs d'opéra l'école vériste, qui était spécialiste d'une certaine vérité historique. Alors, il y a qui dans cette école ? Psychologique. Il y a Leoncavallo, il y a Mascagni, il y a Giordano, il y a Catalani. Donc, il y a tout de même beaucoup de compositeurs de cette époque qui étaient dans cette mouvance. Et Mascagni a essayé justement de prendre un peu de recul, de choisir des sujets qui étaient très différents les uns des autres. Et quand il a pris ce sujet très réaliste, il a eu le souci d'éviter de prendre un personnage historique identifiable. Donc Carrier, l'abominable Carrier, n'est pas du tout cité. Il est en fait transfiguré dans un personnage qu'on appelle l'ogre, qui est donc le chef de cette brigade des Maras, qui était une brigade un peu paramilitaire qui a contribué à remplir les prisons de Nantes avec des gens qu'ils allaient chercher partout dans le pays, hein, tous les prêtres réfractaires, tous les gens qui étaient hostiles à la République, et donc c'est eux qui les mettaient en prison.
prisons. Et après, c'est eux qui ont vidé les prisons pour remplir les barges dans lesquelles on envoyait ces prisonniers à la mort sur la Loire. Alors, on le disait, aucun peut-être nom n'est cité, sauf peut-être le titre, Il Piccolo Marat. Oui, parce qu'en fait, cette compagnie qui avait été créée à Nantes en 1793, elle s'appelait les Marats, en référence à Marat, qui avait été assassiné, on le sait, par Charlotte Corday, il n'y avait pas si longtemps. Et donc, ils ont voulu honorer la mémoire de Marat en s'appelant les Marats. Et Il Piccolo Marat, c'est un jeune homme qui décide d'infiltrer cette compagnie des Marats pour pouvoir libérer une personne qui est une noble et qui va s'avérer être sa mère. Alors, faire le choix de donner cet opéra à Nantes, ça confère un écho assez particulier. Est-ce qu'il a déjà été donné d'ailleurs à Nantes ? Mais il n'a jamais été donné à Nantes. Il n'a été donné fugitivement qu'une fois en France, jusqu'ici. Il faut dire que dans les années 20, la gloire de Puccini était telle qu'on ne s'intéressait pas beaucoup aux nouveaux ouvrages de Mascagni. Et puis après, Mascagni est devenu un allié objectif de Mussolini. Il a adhéré au parti fasciste et évidemment, il a été un peu persona non grata en France. Et donc, il est mort, Mascagni, 3 mois seulement après l'assassinat de Mussolini. C'est une histoire tragique, en 1945. Et donc, il n'a jamais été réhabilité ensuite. En Italie, on continue de donner ses ouvrages, mais dans peu d'autres pays, en fait, on continue de donner ses ouvrages en dehors de Cavalleria Rusticana. Alors qu'à sa création, le 2 mai 1921, donc c'était au Teatro Costanzi de Rome, il a eu un véritable succès. À sa création, il était très acclamé, cet opéra. Mais c'est une musique formidable. C'est de la musique incroyable, c'est d'une violence qui est d'abord contenue, et qui explose, et dans la première scène qui est une scène de poursuite, et puis après ça va être sans cesse haletant, ça rebondit, c'est dramatiquement conduit d'une manière remarquable, c'est de la musique au plan de l'écriture symphonique qui est formidable aussi, où il y a plein de belles sonorités. Il suffit d'entendre par exemple le chant d'ouverture, qui est un chant de prisonnier qui monte des prisons de toute la ville, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, la prison qui était l'ancien château, celui qui a précédé le château que nous connaissons, donc cet ancien château, pendant la Révolution, était devenu une prison. Et ça ne suffisait pas. Il a fallu ouvrir d'autres prisons. Il y avait notamment une grande prison dans le quartier de Chantenay, sur la Loire. Et d'ailleurs, c'est de là que sont partis un certain nombre de barges avec des prisonniers à leur bord. Donc c'est un chant qui monte des prisons, qui est très très émouvant. Et ensuite on bascule tout de suite dans une scène de poursuite. Et puis après il y a toutes les scènes qui mettent en lumière le caractère terrible de l'ogre de ce carrier qui n'est pas nommé mais qui est tout de même un vrai monstre. Bref, c'est très visuel finalement. C'est formidable, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une mise en scène pour se rendre compte de la vitalité de ce théâtre en musique. J'ai lu d'ailleurs que Pietro Mascagni disait lui-même, en qualifiant sa musique, il mettait ni chercher ni mélodie ni culture, il n'y a que du sang. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chair dans ce que fait Mascagni, et c'est vrai que les questions de lignes vocales et les questions d'harmonie et de contrepoint sont complètement balayées par une espèce d'influx formidable qu'il y a toujours dans sa musique et que moi j'admire énormément. On parle de terreur, de massacre. Pourtant, on peut quand même dire que dans cet opéra, c'est plutôt une happy end. Oui, on est dans un rescue opéra, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire c'est un opéra qui se finit par un sauvetage, un peu comme Fidelio. C'est d'ailleurs un peu le même esprit que Fidelio ou Les Porteurs d'eau de Cherubini, qui a raconté une histoire qui se terminait très bien. Dieu merci, ça se finit, mais ça se finit tout de même dans le sang. Et il y a un personnage qui est très intéressant, qui est le personnage du charpentier qui a inventé ces barges dont le fond peut s'ouvrir et qui regrette en fait d'avoir donné cette invention à Carrier. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que Carrier va pouvoir être tué à la fin.
Moi, ce que je vous propose, c'est effectivement d'écouter d'abord un extrait de cet opéra. Donc ça, c'était un extrait, donc c'est enregistré en live lors de la représentation à Livourne en 2021 au Théâtre Goldoni. Et c'est cette production qui va être, vous nous raconterez après un peu, reprise à Gralin les 2 et 3 octobre prochains. Je vous propose d'écouter. D'entendre le premier chœur d'ouverture de l'opéra Il Piccolo Mara de Pietro Mascagni, opéra qui sera donné dans une version concert le 2 et 3 octobre au Théâtre Gralin de Nantes en ouverture de la saison d'Angers-Nantes Opéra, un opéra dont nous parlons dans le MAC Culture aujourd'hui avec Alain Surance, directeur d'Angers-Nantes Opéra. Ce choix, Alain Surance, de faire une version concert, c'est parce que la musique est suffisamment visuelle ? La musique est très visuelle. Le point de départ, c'est que l'orchestre est tout de même très important et qu'on n'a pas une fosse énorme à Nantes. Donc l'idée, c'était de mettre l'orchestre sur scène. Donc ce sera tout de même un peu joué, mais pas avec un décor, comme c'était le cas à Livourne, où j'ai entendu la production dont nous venons d'entendre un extrait, qui était une production faite pour célébrer Mascagni. Mascagni était originaire de Livourne, c'est sa ville natale, et le théâtre Goldoni a décidé d'honorer, à l'occasion du centenaire de la création de cet ouvrage, d'honorer Mascagni, et je suis allé avec 3 collaborateurs découvrir cet ouvrage qui parle de Nantes. Tout de même, c'était la première fois qu'il m'était donné de voir une production. Et vous le connaissiez? Vous savez qu'il existait? Alors, je savais qu'il existait. Il y avait un très mauvais enregistrement qui avait été réalisé il y a 25 ans, enfin très mauvais, pas très bon, qui rend en tout cas pas justice, notamment à la richesse de la partition d'orchestre. Et puis est apparu il n'y a pas très longtemps, il y a 4 ans, sur les réseaux sociaux, une version historique
des années 50 avec une grande cantatrice qui s'appelait Virginia Zeani, avec un excellent chef. Et là, j'ai redécouvert cet ouvrage et je me suis dit, mais c'est vraiment formidable. Donc quand les amis de Livourne, que je connaissais à peine, m'ont dit, écoutez, on fait un opéra, ça se passe à Nantes, l'action, venez voir ça. On est allé voir et on a été ébloui par cette partition. Ébloui, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est pour ça qu'on a décidé de redonner. L'ouvrage avait été monté à Livourne pour 3 représentations, donc nous sommes allés voir les artistes. À la fin, on leur a dit, écoutez, on a envie de le refaire. Si vous êtes libre dans 2 ans, 3 ans en fait, si vous êtes libre dans 3 ans, écoutez, on vous réengage, vous aurez appris cette partition pour au moins un petit peu plus que 3 représentations. Il y en aura 3 autres donc à Nantes et Angers. Et l'essentiel de la distribution que nous avions entendue, eh bien, nous l'avons en effet réengagé pour ces 3 représentations, 2-3 octobre à Nantes et le 5 à Angers. Donc le chef, c'est le même, c'est un chef italien, donc Mario Menicagli. Qui est devenu entre-temps le directeur artistique de ce théâtre au Goldoni de Livourne. Ah ben on a alors de la chance de l'avoir à Nantes, qu'il soit disponible pour venir jusqu'ici. On a l'impression aussi, alors moi je ne connais pas forcément tous les interprètes, mais quand on voit un peu les noms, on a l'impression que la distribution aussi est italienne, pour majorité en tout cas. Et alors, est-ce que ça change quelque chose justement quand l'œuvre, de chanter dans sa langue natale et puis dans la langue de la composition, quoi, du compositeur? Écoutez, moi j'aime bien les distributions très internationales comme on a pu en entendre à Nantes, notamment sous mon prédécesseur. Mais quand je fais un ouvrage italien, j'ai envie d'aller chercher les artistes en Italie parce que voilà, ils chantent dans leur arbre généalogique. Il y a une espèce de naturel dans le rapport entre la langue et la musique qui est formidable. Rappelez-vous, nous avons présenté Louisa Miller, il n'y avait que des artistes italiens, c'était absolument formidable, la Luisa Miller de Verdi, avec des chanteurs italiens, ça avait une allure folle de toute façon, et là, c'est vraiment, bien sûr, l'idée d'avoir une distribution italienne pour un ouvrage italien, porté par un très beau livret, d'ailleurs, parce que le livret pour lequel, d'ailleurs, Mascagni a fait appel à 2 collaborateurs différents, c'est un livret qui est extrêmement léché, cette idée de prendre un petit peu de recul et en même temps d'être dans une vérité très sanguinaire, hein, pleine de chair, c'est quelque chose de formidable qui se traduit bien sûr dans l'utilisation des voix. Alors là, on sent les solistes sont italiens. C'est le chœur quand même d'Angers Nantes Opéra qui sera là, très présent parce que c'est une œuvre dans laquelle le chœur a beaucoup de puissance et de force. On l'a entendu dans cette introduction. Eux, ils sont, j'imagine, enfin, je ne sais pas, peut-être en grande majorité nantais, chanter une partition aussi forte qui raconte quand même une page sombre de notre histoire. Est-ce que pour eux, ça a été un engagement différent pour le chœur? Comment est-ce qu'ils ont abordé cette partition? Ils adorent ça. Ah bon? Ils adorent ça. Alors là, c'est vous l'ogre. Ils adorent chanter ces musiques très puissantes et leur chef Xavier Ribech est complètement dedans. C'est absolument formidable de les entendre répéter en ce moment. Là, ils étaient tout récemment à Bordeaux où ils se joignaient au chœur de l'Opéra de Bordeaux pour chanter la 9e symphonie. Ils étaient la saison dernière en avril, ils étaient à Strasbourg et Mulhouse pour chanter le Lohengrin de Wagner avec le chœur de l'Opéra du Rhin. Donc ils adorent les grandes machines. Et cette grande machine de Mascagni, c'est quelque chose qui les transporte. Mais avec une histoire qui peut quand même avoir une résonance pour certains. Enfin, c'est pas évident. Je pense pas que les Nantais... est-ce que d'ailleurs les Nantais d'aujourd'hui, les jeunes générations connaissent encore cette histoire ? Mais je ne sais pas, moi je la connais parce que j'ai fait des études d'histoire et d'histoire de l'art et c'est évidemment une histoire qui m'a beaucoup frappé. Il n'empêche que dans notre public, il y a eu une réaction très très positive, l'envie de voir cet ouvrage sur les noyades de Nantes. Beaucoup de gens qui nous ont appelés pour demander les places sont très très motivés et nous avons, comme vous le savez, toute une collaboration avec le château de Nantes autour de cet événement parce que voilà, ces noyades de Nantes, c'est un épisode tellement fort de l'histoire de cette ville que on avait aussi envie de faire redécouvrir cet épisode qui, dans l'esprit
certains, peut être un petit peu loin, mais en fait, c'est quelque chose qui a été tellement fort. Vous savez, les corps qui étaient, les gens qui étaient noyés dans la Loire, leurs corps refluaient avec les marées. Donc, il a fallu beaucoup de temps pour que ces corps s'évacuent. Il paraît qu'il y avait une puanteur dans cette ville qui était monstrueuse. Bref, ça a frappé des générations et des générations qui se sont raconté l'histoire de ces noyades. Bref, c'est bien d'en reparler encore une fois. Ouais, donc on va revenir sur effectivement ces 2 conférences qui vont être proposées au château. J'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur les chanteurs, les Italiens, le fait justement aussi de venir finalement chanter dans cette ville où finalement où s'est déroulé ces massacres, où se sont déroulés ces massacres. Est-ce que pour eux aussi ça a un autre sens ? Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, eux ? Ça a du sens pour eux. Alors d'abord, la relation des Italiens avec la France, c'est une relation d'amour. Nous, les Français, on est amoureux de l'Italie. C'est tout de même les Italiens qui sont notre peuple préféré autour de nous, il faut bien le dire. Surtout en art, particulièrement en art, on va dire. Et les Italiens, c'est pareil, ils adorent les Français. Donc venir chanter en France pour les Italiens, c'est que du bonheur. Ça commence comme ça. Et puis, il se trouve que dans cette équipe de chanteurs, il y a un ténor qui s'appelle Samuele Simoncini, que nous avons découvert à Livourne à l'occasion de cette représentation de Il Piccolo Mara. Et nous l'avons aussitôt invité pour être un des 2 ténors qui ont alterné dans Tosca. Donc lui, il connaît déjà Nantes, donc il nous fait une publicité absolument formidable auprès des autres chanteurs parce que, voilà, on offre des conditions de travail qui sont agréables, c'est une ville agréable, donc bien sûr, ils viennent raconter une histoire abominable sur cette ville, mais ils savent que c'est une ville qui, aujourd'hui, est une ville qui a du charme, qui a des qualités particulières, et puis voilà, ces gens de la Méditerranée, quand ils découvrent l'Atlantique, ils aiment ça. Vous dites une histoire abominable, mais c'est pas forcément les Nantais qui étaient les protagonistes dans cette histoire. Ils sont peut-être aussi été les victimes. Enfin, ils étaient des 2 côtés, eux. Évidemment, ce sont les 2 côtés. Et c'est vrai que cette compagnie des marins, on sait beaucoup de choses, parce que les historiens ont beaucoup travaillé depuis un demi-siècle là-dessus. Et on connaît l'identité de ces paramilitaires, qui étaient d'ailleurs pas des gens du peuple, qui étaient plutôt des commerçants qui n'avaient pas réussi, qui étaient, je dirais, une petite bourgeoisie, et non pas forcément des ouvriers. Et c'est des gens que le pouvoir intéressait et pas seulement l'action. Alors justement, on va peut-être, vous pourrez, les auditeurs, en savoir un peu plus, parce que là, c'est pareil, c'est une des forces peut-être d'Angers Nantes Opéra, de toujours accompagner les opéras, de toute une éducation, on va dire, autour de l'opéra. Et là, c'est, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, à l'Insurance avec le Château des Ducs de Bretagne, vous proposez 2 conférences historiques, donc juste à 18h30 avant l'opéra. Donc ça, c'est ouvert à tous, sur inscription, mais c'est gratuit. Donc ce sont les Noyades de Nantes à travers Il Piccolo Mara. Donc c'est l'historien Jean-Clément Martin, qui est spécialisé dès la Révolution française, qui va essayer de répondre à la question « Pourquoi un opéra italien pour parler des noyades perpétrées pendant la Terreur à Nantes ?» Alors vous, est-ce que déjà vous avez un bout de réponse à nous apporter ? C'est-à-dire que je trouve que c'est formidable la proposition que nous a faite le château d'inviter cet historien formidable, qui est maintenant professeur honoraire de la Sorbonne, qui a été directeur d'un centre d'études sur l'histoire de la Révolution. Et lui, c'est vrai, ce qu'il a excité dans cette histoire, c'est la relation entre Mascagni, les Italiens, et ces noyades de Nantes. Alors on sait que en fait ces noyades, elles ont été connues parce que notamment Taine, qui a écrit beaucoup sur la Révolution, les évoquait, et les ouvrages de Taine sur l'histoire de la Révolution ont été traduits en italien très tôt. Il y a eu donc beaucoup de traductions, et je vous ai dit tout à l'heure, le thème de la Révolution était à la mode pour les compositeurs italiens, donc il y a toute une histoire comme ça de relation entre cette période révolutionnaire française et les artistes italiens qui est très intéressante, et c'est ça qui va un petit peu décrypter, tout en rappelant évidemment la mémoire de ces noyades de Nantes, de ce qu'elles ont signifié dans le cours de la Révolution, parce que ça a été l'un des épisodes les plus terribles de la terreur en région. Donc il y a une vérité historique et il y a un poids historique de tout ça. Et puis du coup, il y a aussi un poids artistique potentiel qu'a su prendre en charge Mascagni dans sa partition.
Et c'est aussi la possibilité peut-être effectivement de revenir sur cette période de l'histoire que peut-être on met un peu sous le couvert, on essaie peut-être de... Enfin, je ne sais pas si les jeunes générations connaissent encore cette histoire. C'est-à-dire qu'on a fait un gros travail ces 30 dernières années sur la mémoire de l'esclavage, sur la mémoire du commerce triangulaire, de la traite des Noirs. Particulièrement au château, effectivement. Voilà, et donc ça a effectivement un petit peu occulté d'autres épisodes de l'histoire nantaise, en particulier celui-ci. Donc effectivement, c'est une bonne chose d'en reparler. Il faut en reparler, comment dire, les moments où des gens apparemment très ordinaires se transforment en barbares, ce sont des moments très très importants dont il faut traiter. Aujourd'hui, on est très frappé par des épisodes qui se passent dans d'autres pays. J'ai découvert tout récemment ce film qui a été tourné sur ce film iranien, sur la lutte des femmes pour se libérer de leur voile. C'est un film que je recommande qui s'appelle Les graines du figuier sauvage, qui est un film extraordinaire. Et donc on a besoin que des artistes s'emparent de ces faits historiques pour essayer de nous aider à avoir au plus profond de leur signification. Et moi je trouve que c'est effectivement ce qu'a fait Mascagni avec Il Piccolo Marin. Je rappelle juste donc que ces deux conférences, elles sont donc en entrée libre sur réservation et c'est au château, hein, c'est pas à... Non, c'est à Gralin. Ah, c'est à Gralin. C'est à Gralin. Vous achetez votre billet pour 20h, puis vous venez à 18h30 pour assister à cette conférence. Et voilà, elle dure 3/4 d'heure à peu près. Puis après, vous avez le temps de prendre un verre avant d'assister à la représentation. Et si on n'a pas de place pour l'opéra, on peut quand même venir assister. On peut tout à fait venir. Il n'y a aucun problème. Justement, j'allais vous demander, parce que c'est aussi une des volontés en Gênante Opéra, de travailler avec tous les scolaires. Là, du coup, sur cet épisode-là, vous avez pu mobiliser un peu des écoles ? On mobilise plutôt les lycées, d'une part, et les étudiants. Les lycéens et les étudiants, parce qu'on a des connexions avec des enseignants qui vont avoir envie d'inscrire cet épisode dans leur programme. Donc on travaille beaucoup avec les classes des classes de terminale, parce qu'en général c'est surtout l'histoire à partir de la Révolution qui est étudiée en terminale, et puis avec l'université aussi bien sûr, et notamment avec le département des études d'italien qui est un de nos partenaires sur cette opération. On va avoir plein d'étudiants en civilisation italienne parce que, voilà, sur un épisode typiquement français, une très belle partition sur un très beau texte, très très beau, encore une fois, très beau livret. Voilà, c'est vraiment intéressant. Donc vraiment, une fois de plus, on se rend compte que l'opéra, en tout cas, ça ouvre des portes à de multiples propos. Merci beaucoup Alain Surance donc, de nous avoir donné ce cours d'histoire, parce que là, vraiment, on a eu un cours de musique, mais également un cours d'histoire sur l'histoire de Nantes. Donc, vous l'aurez tous compris, hein, c'est vraiment... Écoutez, cet opéra Il Piccolo Marin à Nantes, c'est assez exceptionnel parce que ça, comme vous disiez, jamais pratiquement été donné en France, et en plus dans la ville protagoniste de cette histoire. Donc, allez-y, il reste encore quelques places, hein, je crois, le 2 et le 3 octobre à 20h à Nantes, et sinon également à Angers le 5. À 18h. À 18h. Au Grand Théâtre d'Angers. Très bien, belle semaine à tous et merci pour votre écoute.